Donc on va changer d'univers. Donc H.P. Lovecraft est mort à 46 ans comme Baudelaire, il est né en 1890, il est mort tout début 1937. Je ne vais pas faire comme mon ami Nicolas une enquête, juste on va rentrer dans les textes. On va lire en deux temps. Pendant 15 ans, de 1915 à 1900, je sais plus, ouais, quelque chose comme ça, 1915-1934, ouais, c'est ça. Il a un petit carnet qu'il a cousu lui-même, mais il y a une version dactylographiée, il a recorrigé, etc., etc. Et en 2015, j'étais voir ses manuscrits à Providence, et pendant 2 mois, j'ai travaillé à remettre un petit peu ça d'aplomb, et il appelait ça son Commonplace Book. Et Commonplace Book en anglais, c'est un petit peu même les recettes de médicaments qu'on a chez soi, les trucs, les utilités. Et donc c'est plus de 220 idées d'histoire qui lui viennent en lisant, en marchant, il faisait 20 km par jour. Et donc on va se promener un tout petit peu dedans, c'est publié chez Point au Seuil, ça vaut 6 € et je touche 4% dessus. Alors ouais, mais ça suffit quand même pour nous, pauvres auteurs d'Indre-et-Loire. Et je vais lire ensuite un récit qui est un petit peu séminal pour lui. Alors la première traduction s'appelait « Je suis d'ailleurs ». Le titre c'est « The Outsider ». Et Nicolas qui a traduit Cohen, Léonard, voilà, pas Albert ni les autres, a dû traduire aussi « L'étranger » de Léonard Cohen. Donc c'est un texte qui lui durera 26 minutes. Donc c'est pareil, même collection au Point, on a appelé Dagon, c'est juste une collection des textes un peu laboratoire de Lovecraft. Liste d'horreurs élémentaires utiles dans la rédaction d'histoires fantastiques. Vie non naturelle dans une maison, relation non naturelle entre les vies de personnes différentes. Enterrement prématuré. Avoir entendu des sons provoquant l'horreur. Métempsycose, les forces d'un mort projetées sur un vivant, progéniture d'un mortel et d'un démon, vie surnaturelle dans un tableau, transfert de la vie d'une personne à ce tableau, prolongation ou persistance d'une activité normale chez un mort, duplication d'une personnalité, une tombe ravagée, découvrir que le censé mort est vivant, relation surnaturelle entre un objet et l'image de celui-ci, appartenir à un culte infernal de sorcellerie ou d'idolâtrie, présence d'une horrible race cachée dans une région isolée, métamorphose choquante ou dégradation d'un être humain vivant par une drogue inconnue, épouvantable, l'idée d'une compagnie monstrueuse. Des bêtes agissant délibérément contre un homme. Résidu psychique dans une vieille maison, égal fantôme, un village dont les habitants partagent tous des rites monstrueux et secrets, un esprit élémentaire fait irruption ou est invoqué. Les pouvoirs des ténèbres ou de forces cosmiques étrangères assiègent, tout s'empare d'un édifice sacré. Démon hideux qui s'attache à quelqu'un et après sa mort à des objets lui ayant appartenu par le péché, l'incantation, etc. Changement dans un tableau en fonction d'événements présents, contemporains ou passés dans la scène qu'il est décrit. Cette chose qui vous poursuit a surgi de sa tombe à cause d'une incantation non pertinente. Un sifflement émis par une flûte déterrée dans un site d'une antiquité incommensurable provoque la présence confuse et malsaine des abysses.
sujet inanimé, j'ai commis une chose vivante pour venger un crime. En dérangeant une vieille tombe, elle laisse échapper une monstrueuse présence sur le monde. Récit d'horreur. Un homme rêve de tomber, retrouvé sur le plancher, écrasé comme s'il était tombé d'une immense hauteur. Narrateur qui marche le long d'une route de campagne inconnue, arrive dans un pays étrange, irréel. Récit d'horreur. Un homme a rendez-vous avec un vieil ennemi, meurt, le corps va au rendez-vous. Le rêve de voler au-dessus d'une ville. Étrange rituel nocturne, des animaux dansent et défilent au son d'une musique. I lost sound in the dark. Un affreux son dans la nuit. Je suis les Black Waters. Un pont au-dessus d'une eau noire, visqueuse. A walking dead, scenario like that. Un mort qui marche. On croit qu'il est en vie, mais dark fog, mysterious, abandoned, shut down, extract Java. Des portes qu'on retrouve mystérieusement ouvertes ou fermées provoquent la terreur. Un très ancien colosse dans un très ancien désert, le visage a disparu, personne pour l'avoir jamais vu. L'homme qui n'aime pas dormir, n'ose pas dormir, prend des produits pour rester éveillé, finalement s'endort et quelque chose se passe, motif pris à Baudelaire. La vie et la mort. La mort, sa désolation, son horreur. Lieu désolé, fond des mers, cité morte, mais la vie, la plus grande horreur, immenses serpents inconnus et monstres, bêtes hideuses de la jungle préhistorique, végétation nauséabonde et visqueuse, instinct diabolique de l'homme primitif. La vie est plus horrible que la mort. S'échapper de la terre, encore plus souplement que la lumière. Le passé progressivement exposé. Horrible révélation des êtres singuliers avec une perception particulière des univers lointains, l'apparition visuelle d'un univers extérieur. Désintégration de toute la matière en électrons et finalement l'espace totalement vide, exactement comme on mesure la dévolution de l'énergie en chaleur irradiante. Une question d'accélération, l'homme disparaît dans l'espace. L'odeur singulière d'un livre d'enfance qui induit la répétition de l'enfance et des imaginations enfantines. Sensation de noyade sous la mer, ville, navire, esprit des morts, se noyer, quelle mort horrible. Des sons, peut-être musicaux, entendus dans la nuit en provenance d'autres mondes ou domaines d'existence. Comme quoi certains endroits est sacré ou maudit, qu'on ne doit pas y établir de maison ni de ville, qu'elle devra être abandonnée et détruite si construite sous peine de catastrophe. Monstres nés vivants s'enterrent sous le sol et se reproduisent, forment une race inattendue de démons. Ville effacée de la surface de la terre par une
vengeance surnaturelle, un jardin enchanté où la lune projette l'ombre d'objets ou fantômes invisibles à l'œil humain. L'appel des morts, des voix et sons familiers dans la pièce voisine. Homme poursuivi par une chose invisible. Un livre ou un manuscrit trop horrible pour être lu. On est prévenu de ne pas le lire. Quelqu'un le lit, on le retrouve mort. Malheureux celui à qui la mémoire de son enfance n'apporte en retour que tristesse et que peur. Il sombre s'il se retourne sur ses heures solitaires dans des chambres lugubres aux tentures obscures et rangées affolantes de vieux livres où les veilles effrayées sous les frondaisons crépusculaires d'arbres gigantesques et entremêlés dont les branches s'agitent silencieusement bien plus haut. Voici pourtant ce que les dieux m'ont donné à moi, le déçu, l'insensé, le brisé, l'hébété. Et pourtant combien je trouve mon content à m'accrocher à ces souvenirs flétris quand mon âme ne s'intéressait que momentanément à atteindre au-delà l'autre. Je ne sais pas où je suis né, sauf que ce château était infiniment ancien et infiniment horrible, plein de passages secrets sous de hauts plafonds où l'œil ne pouvait distinguer que les toiles d'araignée et les ombres. Les pierres dans les corridors croulants semblaient toujours hideusement humides. Il y avait cette maudite odeur partout, comme venue de corps empilés de générations mortes. Il n'y avait jamais de lumière. C'est pour cela que j'allumais parfois des chandelles et les regardais longuement, en guise de soulagement, pas plus qu'il n'y avait de porte vers aucun soleil, depuis que ces arbres terribles avaient grandi bien plus haut que la plus haute tour. Il y avait cette tour noire qui, elle, passait au-delà des arbres vers le ciel au dehors. Mais elle était partiellement en ruine et pas possible de l'escalader, à part l'ascension presque impossible, pierre à pierre, de son mur abrupt. J'ai dû vivre des années en ce lieu. Je ne pouvais pas compter le temps. Des gens ont dû avoir souci de mes besoins, mais je ne me rappelle d'aucune personne que moi, ou quiconque de vivant, hors les rats, chauves-souris, araignées furtifs. J'imagine que si quiconque a pris soin de moi, ce devait être quelqu'un de terriblement âgé, puisque ma seule conception d'un être vivant, c'était quelqu'un qui me ressemblait, de façon narquoise, aussi distordu, flétri et délabré que le château. Il n'y avait rien de grotesque en mon esprit à ces os et squelettes qui parsemaient ces cryptes de pierre sous les fondations profondes. Je les associais fantastiquement aux événements de tous les jours et les considérais bien plus naturels que les images enluminées d'êtres vivants que je trouvais souvent dans ces pages de mes livres moisis. De tels livres, j'ai appris tout ce que je sais. Aucun précepteur pour me pousser, me guider. Je ne me souviens d'aucune voix humaine toutes ces années, pas même la mienne. Je n'ai jamais pensé m'essayer à parler fort. Mon aspect aussi faisait partie
de ce que je ne pouvais me représenter, puisqu'il n'y avait pas de miroir dans le château, et c'est par pur instinct que je m'imaginais simplement apparenté à ces jeunes figures que je voyais dessinées ou peintes dans les livres. Je me sentais consciemment jeune, oui, j'avais si peu de souvenirs. Dehors, allongé près d'un fossé putride sous les arbres sombres et muets, je m'allongeais souvent, rêvais pendant des heures à ce que j'avais lu dans les livres. Je me représentais amoureusement parmi des foules joyeuses du monde ensoleillé au-delà de ces forêts sans fin. Une fois, j'essayais de m'enfuir de la forêt, mais comme je m'éloignais du château, l'obscurité se fit si dense que l'air se remplit d'une peur troublante et que, courant comme un forcené pour revenir, je me perdis dans un labyrinthe de silence et de nuit. Ainsi je rêvais, j'attendais parmi des crépuscules sans fin. Quand bien même je ne savais rien de ce que j'attendais, alors, dans ma solitude obscure, ma pulsion de lumière devint si effrénée, je n'en avais plus de repos et tendais des mains implorantes vers la vieille et solitaire tour noire ruinée qui s'élançait au-delà des arbres vers le ciel inconnu du dehors. Enfin, je me résolus à l'escalader cette tour, et tant pis pour la chute, tant il était préférable de voir le ciel et périr que de continuer de vivre dans ces jours sans vue. Par une aube froide, je montais les marches de pierre âgées et usées, jusqu'à ce que j'atteigne le point où elles cessaient. Puis je me cramponnais périlleusement, autant que mes pieds trouvaient prise. Un cylindre de roc épouvantable et terrible, mort et lisse, noir, ruiné, déserté et sinistre, réveillant des chauves-souris dont les ailes battaient avec bruit. Mais encore plus épouvantable et terrible la lenteur de ma progression à monter au-dedans comme je le faisais, l'obscurité qui m'environnait épaississait et la froideur nouvelle d'un salpêtre hanté et vénérable m'assaillait. Je tremblais en m'étonnant de n'avoir pas atteint la lumière et j'aurais peut-être préféré rester bloqué en bas. Je réalisais que la nuit m'avait soudainement rejoint et à tâtons explorait vainement de ma main libre si je ne trouvais pas une fenêtre, une embrasure par laquelle je pourrais regarder et encore mieux essayer d'apprécier quelle hauteur j'avais atteint. Tout d'un coup, après une impressionnante et aveugle reptation longeant ce précipice concave, désespéré, je sentis que ma tête heurtait une paroi solide dessus, que je devais avoir touché un toit, du moins une sorte d'étage. Dans l'obscurité, je levais ma main libre, explorais l'obstacle que je trouvais en pierre inamovible. Alors j'explorais pour rien le périmètre de la tour, m'accrochant à n'importe quelle prise que le mur visqueux pouvait offrir, jusqu'à ce que, de la main, je trouve au plafond un point plus vulnérable. Et me redressant vers le haut à nouveau, poussant la dalle ou la trappe de la tête, comme j'avais besoin de mes deux mains pour mon effrayante ascension, il n'y eut pas de lumière qui se révèle au-dessus. Comme mes mains me tiraient plus haut, je sus que l'ascension était cette fois terminée, que la dalle était bien la trappe d'une ouverture conduisant à l'étage dont la surface de pierre était de plus grande circonférence que la tour au-dessus. Bien sûr, le sol d'une chambre d'observation, vaste, élevé, je m'y déplaçais avec précaution, tentait d'empêcher la lourde dalle de retomber dans son encastrement, mais à cela, je ne réussis pas. Comme je tombais à bout de fatigue sur le sol de pierre, j'entendis les sinistres échos de sa chute, espérant cependant qu'un levier me permettrait éventuellement de la déplacer à nouveau.
que j'étais maintenant, à une hauteur prodigieuse, loin au-dessus de ces maudites branches d'arbres. Je me traînais sur le sol, fouillais à tâtons en cas d'une fenêtre à travers laquelle je pourrais enfin le découvrir, le ciel, et même la lune et les étoiles que j'avais si souvent croisées dans mes lectures. Chaque pas me décevait. Tout ce que je trouvais, c'était de vastes rebords de marbre, chacun chargé d'odieuses boîtes oblongues d'une taille perturbante. Plus je réfléchissais, plus je m'étonnais de quel vénérable secret pouvait attendre dans ce haut appartement séparé depuis des éternités du château au-dessous. Alors, sans m'y attendre, mes mains rencontrèrent une ouverture où s'insérait une porte de pierre couverte d'étranges sculptures. L'éprouvant, je la découvris bloquée. Et dans une suprême explosion de force, je vins à bout de tous les obstacles, l'attirai ouverte vers l'intérieur. Et comme je le faisais, venait à moi la plus pure extase que j'avais jamais connue. Enfin, riant tranquillement à travers une grille de fer forgé, en bas d'une courte volée de pierre, montant depuis cette porte que je venais de trouver, la lune pleine, radieuse, la lune que je n'avais jamais vue sauf dans mes rêves et dans de vagues visions que je n'ose qualifier de souvenirs. Persuadé maintenant que j'avais atteint le sommet ultime du château, je me hâtais de franchir ces marches au-delà de la porte, mais la lune soudainement voilée par un nuage, je trébuchais, dû continuer mon chemin plus lentement dans la nuit. Il faisait encore très sombre quand j'atteignis la grille que je poussais doucement, trouvée déverrouillée, et que je n'ouvris pas directement de peur de tomber de la hauteur impressionnante de laquelle j'avais grimpé. Alors la lune surgit de nouveau. Continue, j'ai perdu ma page. De tous les chocs, et celui de l'abîme inattendu et incroyable jusqu'au grotesque. Rien de ce que j'avais pu autrefois supposer pouvait se comparer en terreur à ce que je voyais maintenant, et toutes ces merveilles bizarres que la vue révélait. La vue en elle-même était aussi simple qu'elle était stupéfiante, puisque consistante en ceci seulement, au lieu de l'étendue folle et désordonnée des cimes d'arbres depuis plus haut qu'elle, je voyais le sol compact et rugueux, qui commençait directement de ce niveau même, de l'autre côté d'une grille, surplombée d'entablements variés de marbre et de colonnes, et soumise à l'ombre d'une ancienne église de pierre, dont les arcs-boutants ruinés brillaient spectralement sous la lune. À demi inconscient, j'ouvris la grille, me redressai sur le chemin de gravier blanc qui s'éloignait dans deux directions. Mon esprit, assommé et chaotique comme il était, aspirait encore sourdement à la lumière. Et même ces merveilles fantastiques qui surgissaient n'auraient pu retenir mon élan. Je n'ai jamais su, ni ne m'étais enquis, si mon expérience était celle de la folie, du rêve ou de la magie.
J'étais bien déterminé à contempler à tout prix la brillance, la gaieté. Je ne savais pas qui, je ne savais pas ce que j'étais, ou ce qu'avait pu être ce qui m'entourait. Mais tandis que j'avançais, je ne pouvais m'empêcher de prendre conscience d'une sorte de mémoire latente, une mémoire effrayante, qui faisait que mon chemin ne s'était pas fait au hasard. Je passais sous un arbre, débouchais hors de la zone des entablements et colonnes, déambulais désormais dans un paysage ouvert, suivant parfois un chemin visible, parfois l'abandonnant curieusement pour frayer ma voie à travers des prairies où subsistaient seulement quelques ruines pour témoigner de la présence, peut-être, d'une ancienne route. Une fois même, je me retrouvais à traverser à la nage une rivière où des blocs écroulés et moussus de maçonnerie témoignaient d'un pont de longtemps écroulé. Deux heures environ ont dû s'écouler avant que j'atteigne ce qui me semblait mon but. Un vieux, très vieux château, recouvert de lierre dans un parc épaissément boisé. Familier jusqu'à l'exaspération, cependant plein de perplexes étrangetés pour moi. Je vis que les douves avaient été comblées, que quelques-unes des tours à moi bien connues avaient été démolies, tandis que de nouvelles ailes avaient été rajoutées à la confusion de l'observateur. Ce qui pour moi était l'intérêt principal, le délice, c'était les fenêtres ouvertes, splendidement enflammées de lumière, portant au loin le bruit de festivités les plus gaies. Approchant de l'une d'elles, je regardais à l'intérieur et vis une société habillée bizarrement, bien sûr, se divertissant, se parlant jovialement les uns aux autres. Je n'avais jamais apparemment entendu de voix humaine auparavant. Je pouvais seulement imaginer vaguement ce qu'on en disait. Quelques-uns des visages semblaient animés d'expressions, évoquant aussi des souvenirs incroyablement lointains, d'autres restant tout à fait étrangers. Alors je franchis la fenêtre la plus basse pour entrer dans la pièce brillamment éclairée. Et franchir ainsi fut basculer d'un singulier et large moment d'espoir à la plus noire convulsion de désespoir et sa réalisation. Le cauchemar ne fut pas long à surgir. Dès que j'entrai, se produisit une des plus terrifiantes démonstrations que je n'aurais jamais conçues. À peine j'avais passé le seuil qu'une peur soudaine, imprévue, se saisissait de toute la compagnie, tordant les visages, provoquant les plus horribles cris de quasi toutes les gorges. Leur envol universel, et dans la clameur et la panique, plusieurs tombèrent en pavoisant, furent traînés au dehors par leurs compagnons dans leur panique folle. Beaucoup se couvraient les yeux de leurs mains. Leur course de sauvetage n'en était que plus aveugle, plus embarrassée, butant dans les meubles, heurtant au mur avant qu'ils aient pu rejoindre une des portes pourtant nombreuses. Leurs cris étaient choquants. Comme je restais seul et stupéfait dans les appartements brillants, que disparaissait lentement leur écho, je tremblais à la pensée de ce qui avait pu ainsi les menacer, tandis qu'ils ne me voyaient pas. À la première inspection, les pièces semblaient désertes. Quand je m'avançais dans une des alcôves, il me semblait y détecter une présence, une sorte de mouvement au-delà de l'arche dorée qui menait à une autre pièce presque similaire. Comme j'approchais de l'arche, je commençais à percevoir plus clairement cette présence. Alors, ce fut le
premier et dernier son que j'ai jamais proféré. Enlever le H, un ululement horrible qui me révolta de façon aussi poignante que sa cause nauséabonde. Je vis, j'avais vu, dans la clarté la plus pleine, la plus effrayante, cette monstruosité inconcevable, indescriptible, et qu'il vaut mieux taire, qui par sa simple apparence avait changé une société joyeuse en horde de fugitifs délirants. Je ne peux même pas reconstituer à quoi cela ressemblait. C'était un mélange de tout ce qui est sale, trouble, malvenu, anormal et détestable. C'était le fantôme morbide du délabrement, de l'antiquité, de la désolation. Simulacre putride et dégoûtant d'une révélation malsaine. L'affreuse mise à nu de ce que la terre miséricordieuse devait toujours cacher. Dieu sait que n'émanait pas de son monde, ou bien n'était plus de son monde, ce qu'à ma grande horreur, je vis dans ce travestissement lubrique et aberrant d'une forme humaine, sa chair mangée, le dessin des os révélé, et dans un appareil moisi qui semblait lui-même se désintégrer comme spécification impossible à dire, et qui m'effraya encore plus. Paralysé. Pas au point de ne pas faire un faible effort pour la fuite, trébuchement en arrière, qui ne réussit pas à briser le sort dans lequel le monstre sans nom et sans voix me tenait. Des yeux surveillés par ces orbes vitreuses qui les regardaient détestablement, refusaient de se clore. Bien que par chance je ne voyais plus que flou, il fixait l'objet terrible, indistinctement après le premier choc. J'essayais de lever la main pour en repousser la vue, mes nerfs encore si secoués que mes bras ne pouvaient obéir pleinement à mes volontés. Le tenter, cependant, suffisait à perturber mon équilibre. Je dus dévaler plusieurs marches en avant pour éviter de tomber. Et comme je le faisais, je m'aperçus soudain et atrocement de la proximité de cette charogne dont je m'imaginais à moitié pouvoir entendre la hideuse respiration cave. À moitié fou, je me trouvais encore capable de tendre la main pour repousser l'apparition fétide qui me serrait si près. Et dans une seconde de cataclysme ou de cauchemar cosmique et d'accident diabolique, mes doigts touchèrent sa patte tendue, pourrie, le monstre sous l'arche dorée. Je ne criais pas, mais toutes les caules démoniaques qui croisaient dans le vent de la nuit, elles crièrent pour moi, comme si dans la même seconde, elles s'écrasaient dans mon âme en une seule et fugace avalanche pour en annihiler la mémoire. À cette seconde précise, je sus tout ce qui avait été. Me ressouvint bien au-delà du château terrifiant et de ses arbres, et reconnut le vieil édifice dans lequel j'étais, et reconnut, c'était plus terrible que tout, l'abomination inavouable qui restait devant moi, à me regarder, alors que je retirais mes doigts souillés des siens. Dans le cosmos, il y a des hommes autant qu'il y a d'amertume, et l'homme est népenthe, oublie. Dans la suprême horreur de cette seconde, j'oubliais ce qui m'avait horrifié,
et la consomption noire de la mémoire finit dans un chaos d'images comme en écho. Dans un rêve, je m'envolais de ce point maudit, hanté, et courus rapidement et silencieusement sous le clair de lune. Quand je revins au cimetière de marbre et descendis les marches, je constatai que la dalle de pierre restait inamovible. Mais je n'en étais pas si marri, tant j'avais haï le vieux château et les arbres. Maintenant je volais avec ces goules narquoises et amicales sur le vent de la nuit. Et le jour je joue parmi les catacombes de Nefrenkau, dans la vallée cachée et inconnue de Hadov, sur le Nil. Je sais que la lumière n'est pas pour moi, sinon celle de la lune sur les roches de la tombe de Neb, ni aucune gaieté, sinon les fêtes sans ondes, ni Tokris sous la grande pyramide. Et dans cette vie sauvage et libre, j'en suis presque à aimer l'amertume de l'aliéné. Depuis que le népenthe oubli m'a apaisé, je sais en permanence que je suis un outsider, étranger, un intrus, dans ce siècle parmi ceux qui sont encore des hommes. Ceci, je le sais depuis que j'ai retiré mes doigts de cette abomination sous le grand cadre doré, retiré mes doigts qui avaient touché une surface lisse et rigide de verre poli. C'est encore 1000 fois mieux que je croyais. Et la prochaine fois, on vous fait Don Quichotte et Sancho Panza. Merci beaucoup. En vrai, je croyais que c'était le début, et en fait c'était la fin. Et c'est pas faute de l'avoir lu avant-hier dans le train. Ouais, merci. Bravo. Je ne sais pas si vous connaissez le festival de Poche, donc c'est un festival où personne n'est payé, tout ça, et le plus important c'est de boire des coups et de manger des gâteaux. Voilà, c'est le programme de tout de suite, jusqu'à ce que Yveline nous foute dehors. Bravo.